Le pitchoun s'en vint rendre visite à Marcel. Celui-ci était occupé à fabriquer des petits fagots de branchettes et de brandes sèches pour rallumer le feu. « Salut Marcel, et à quoi tu t'occupes ?»« Je fabrique des avantalumes. Dans le temps, on s'en servait pour faire un peu plus de lumière dans la pièce où était la cheminée. Là où on se retrouvait tous, l'hiver, car la nuit était vraiment arrivée, juste avant la soupe. »« Dis, tu as vu ? Le conseil régional a sorti un ouvrage sur les ponts dans nos vallées. Il y a le pont au-dessus de la Roudoule, le vieux pont de Pierlas, le pont de la Mariée, le pont de France sur l'Estéron, le viaduc de Brou et bien d'autres de super photos. »« Il y en a un que je suis sûr qu'ils n'ont pas mis. C'est le pont de la Saint-Sylvestre. Celui qui enjambe le Science a plus de 120 mètres de haut et long de presque 200 mètres. »« Et il est où, celui-là, que je ne le connais pas ?»« De toute façon, ils ne pourront le prendre en photo car il est invisible. »« Invisible ? C'est pas possible. » Et pourtant, attends que je te raconte. Il existe en ce pays des légendes oubliées que les esprits aiment à rappeler par des songes lors des longues nuits d'hiver. Tout le monde a une fois au moins entendu parler des histoires qui courent sur les ponts du Diable, les ponts de la Reine Jeanne, ou dans le Daluis, le pont de la Mariée. Mais celle du pont de la nuit de la Saint-Sylvestre, ils ne sont guère à la connaître. Sans doute, en montant à Valberg, vous vous êtes un jour arrêté pour voir en contrebas les fameuses gorges rouges du Science. Eh bien, c'est là qu'elle se situe, mon histoire. Vous savez, par chez nous, chaque village avait son sorcier ou sa sorcière. Oh, on les appelait par ce terme. Mais en fait, c'étaient des personnes qui s'étaient transmises des secrets anciens, qui permettaient de soigner les gens, les bêtes, à partir de préparations issues des plantes sauvages récoltées dans les environs, voire sans avoir fait des études de médecine ou des études vétérinaires, de faire les rebouteux, ancêtres des kinésithérapeutes et des chiropractors. Il arrivait aussi d'autres talents peu avouables, car s'ils pouvaient soulager le mal, on disait aussi qu'ils avaient le moyen de le provoquer. Ainsi, ils pouvaient empoisonner la vie de quelqu'un qui vous devait une dette, en lui faisant faire d'affreux cauchemars, ou en lui refilant une douleur insoutenable quand vous le croisiez et qu'il essayait de se défiler à votre présence. Ils possédaient aussi des remèdes pour faire passer les bébés, lors d'une grossesse non désirée, et de pouvoir faire respecter la propriété. Ainsi, le bois volait, fumait de façon insupportable dans l'âtre de la cheminée, et les fruits, voire les champignons prélevés chez autrui, filaient la cagagne. Il y en avait pour chaque cas, une formule magique à employer, connue du seul propriétaire. Évidemment, ces magous et ces mascasses étaient à la fois craints, respectés, jalousés et haïs. Ils habitaient dans des quartiers isolés et loin des villages. Et les gens qui louaient leurs services faisaient de larges détours et se dissimulaient pour leur rendre visite. De fait, les interventions bénéfiques étaient beaucoup moins chères que les interventions maléfiques. Question d'éthique. Je vous laisse cependant deviner l'activité qui rapportait le plus. Ils étaient pour la plupart très riches, mais en aucun cas ne pouvaient profiter ou briller de leur richesse sous peine de voir leur pouvoir disparaître et de ne pas pouvoir le transmettre. Ainsi, ils vivaient une existence modeste et frugale, comme la plupart des paysans de nos contrées. Ils possédaient tous un trésor, et conscients des faiblesses humaines, ne pouvant le conserver à la maison sous peine de se voir martyrisés par des chauffeurs de grands chemins, qui n'auraient pas hésité à les soumettre à la torture, ou leurs femmes et progéniture pour obtenir le lieu de la cachette. Il y avait ainsi sur la commune de Rigaud, vers le lieu-dit les Vallières, une famille de magous, composée de la grand-mère, de l'homme, de la femme et de 7 enfants. Un jour, dans un estaminet de Touette, un ancien bagnard de Toulon qui travaillait aux traces des routes
fit boire un groupe de jeunes. On parlait des riches et des pauvres, et plus particulièrement de ceux du pays. C'est ainsi que Théodore fit des confidences quelque peu exagérées sur la famille du magot. La nuit de la Saint-Sylvestre, ils partent tous avec des sacs chargés de pièces d'or et d'argent, cacher le magot dans la montagne, car l'argent récolté toute l'année ne doit pas passer le nouvel an dans la maison, sous peine de porter malheur. Le bandit se renseigna avec précision sur le lieu où était la maison du magot de Rigaud. Et puis, il contacta quelques complices pour faire le coup lors de la prochaine nuit de la Saint-Sylvestre. Car celle-ci finit par arriver, et la meute s'embusqua dans les environs immédiats de la maison. Certains étaient partisans d'une intervention immédiate, dès que la famille serait sortie de chez elle. Mais le bagnard les en dissuada. « Réfléchissez, imbéciles, il nous suffit de les suivre discrètement, et ils nous amèneront à l'endroit précis. Vous imaginez le trésor que cela doit représenter si cela fait plusieurs dizaines d'années qu'ils amassent là-bas leur richesse. En plus, on regarde bien où c'est, et l'on revient quelques jours après récupérer le tout. Pas de risque de trucider quelqu'un, et pas de risque de se voir poursuivi par les gendarmes. Ils ne s'apercevront de rien jusqu'à l'année prochaine. Et d'ici là, nous serons loin et riches. » C'est ainsi qu'à 10h30 du soir, sous une grosse lune, et la nuit de la Saint-Sylvestre, les malfrats suivirent la famille du magot, sur un étroit sentier qui dominait des gorges. Arrivé au bord du gouffre, le père Magot prononça quelques paroles. « Siamo aquí per passare il nostro costa. Fadem traversa. Quo magico. » Ils attendirent quelques instants, le père Magot alluma une lanterne à bougie, de laquelle émanait une lumière bleue, et il avança. La lumière bleue révélait le tablier du pont, permettant de repérer où mettre ses pas. Il traversait l'immense abîme creusé par le science rouge, comme s'il y avait un immense pont édifié là, à plus de 100 mètres au-dessus du torrent que l'on entendait à peine. Ils avaient tout juste disparu, comme absorbés par la falaise, et l'obscurité rougissante, que le chef des voleurs se précipita sur leurs pas. Lui aussi, suivi par ses avides compagnons, qui avaient la sensation d'emprunter un gigantesque pont d'une stabilité étonnante. Arrivés de l'autre côté, ils retrouvèrent la trace de la famille du magot, grâce à la lanterne. Ceux-ci s'activaient sous une espèce de balme. Ils étaient en train de ranger leur trésor. Le chemin qu'ils avaient parcouru longeait le vide. Les voleurs escaladèrent quelques rochers pour laisser libre le passage de retour. La famille du magot passa sans les apercevoir d'un pas rapide. Il faut dire qu'il faisait grand froid. Le bagnard retrouva rapidement la planque dans une faille de la balme. Les choses n'étaient même pas dissimulées. Il faut dire que sans le pont magique, l'endroit était inaccessible. Pas plus par le haut que par le bas ou par les côtés. Effectivement, les richesses s'étaient accumulées au cours des années, voire des générations. Chacun pouvait se rêver en maître du nouveau monde. Maintenant, on retourne en vitesse, en espérant que le pont soit toujours là. Et le pont était toujours là. Ils retraversèrent ainsi le canyon. Ils revinrent 2 semaines après, avec 2 ânes, car le trésor semblait lourd à porter. Ils se présentèrent au point de passage du pont, et le bagnard qui avait entendu et retenu la phrase du magot dit « Siamo aquí per passare lo Custa, fanen traversa, puon magico ». Il attendit quelques instants, et avant de traverser, lança une pierre. La pierre rebondit sur la chaussée. « C'est bon, en avant, suivez-moi ». Ils traversèrent à nouveau l'abîme, comme suspendus dans le vide. Sauf les ânes, qui eux ne voulaient pas traverser. On eut beau tout tenter, tout essayer, les ânes ne bougeaient pas. Tant pis, on se chargera un maximum et on disposera ensuite sur les ânes pour faire le chemin de retour. Allez, au boulot, on a assez perdu de temps. Effectivement, chacun se chargea de sacs pesants, autant que ses muscles et que ses os pouvaient en supporter.
le plus costaud prit de l'avance sur le reste de la bande qui marchait péniblement, ployant sous le poids des richesses. Arrivé à la moitié du pont, il fit un pas de plus et tomba dans le vide. Vite, la formule, dit un des bandits. Si bien qui per passare dello stecusta, fanem traversa pont magico. Mais le pont semblait se dissoudre, tout en étant agité sous le sol. Il est comme une bête, nous sommes trop lourds, il faut nous délester. Ainsi, les voleurs se mirent-ils à jeter bourses d'or et d'argent, bijoux, argenterie dans le gouffre du science. Et tout cela rebondissait sur les parois, faisant des sons métalliques et cristallins extraordinaires. Et rien n'y fit. Et tous finirent par chuter dans l'abîme. Et tu crois qu'en allant là-haut, la nuit de la Saint-Sylvestre, je retrouverai le pont et la cachette? Tu risques surtout d'y trouver la mort. Car, qu'est-ce que tu crois? Le magot changea la planque et de formule pour son pont. Mais alors, il y a de l'or et de l'argent quelque part dans l'océan. Peut-être, mais s'il faut le trésor, il est dans les limones du côté de Malocène, ou encore plus bas. Et puis, que l'or et l'argent retournent à l'oubli de la terre. C'est peut-être pas plus mal, tu sais.